Alors déjà juste, j'ai mon portable pendant le cours. C'est pas parce que j'envoie ou je réponds à des mails et des textos, c'est juste parce que j'ai mes notes dessus. Donc vous offusquez pas que je consulte mon portable pendant le cours. En fait, on a choisi ce sujet. En fait, j'avais envoyé plusieurs sujets à Nat. On a le droit de t'appeler Nat ici? Ouais, comment? Ok. Plusieurs sujets. Et il s'est arrêté là-dessus. Et après, je me suis rendu compte que c'était ce qui correspondait le plus. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, c'est la suite de ce qu'on avait fait la dernière fois. Bon, mais c'était pas obligatoire. C'est des sujets qui peuvent être dissociés. Mais c'était émouvant pour moi de venir parler de ça parce qu'on est exactement 1 an après l'attentat à Hyper Cacher. L'attentat à Hyper Cacher, j'ai perdu un élève là-bas, qui s'appelait Yoav Attab. Vous avez entendu parler de lui. Et je me suis rendu compte que justement ce sujet, j'ai proposé plusieurs à Nathaniel. Et c'est le dernier sujet que j'avais abordé avec Yoav. Il était venu à mon cours mardi soir. À Paris aussi, le cours c'est le mardi soir. Il avait écouté ce sujet. Et bon, vendredi, vous savez ce qui s'était passé. Donc c'est encore plus émouvant voilà, pile 1 an après, de réaborder ce sujet. Et en plus avec des Lyonnais, c'est pas n'importe quoi. Donc je vais reprendre très rapidement ce qu'on avait vu la dernière fois, pour voir que c'est la suite. Pourquoi psychologie et Torah? Pourquoi psychologie et Torah? Alors moi j'ai une formation en Israël, j'ai fait pendant 3 ans avec un rav et un psychologue. C'est une formation qui est entre rabbin et psychologue. Je suis pas vraiment rabbin, je suis pas vraiment psychologue, je suis entre les deux. Il y en a qui appellent ça thérapeute. C'est un truc entre les deux. Ok? Et donc tout ce qui est lié à la pensée juive, en fait c'est lié à l'âme humaine, c'est lié au psyché de l'être humain. Donc de toutes les façons, n'importe quel penseur juif, il est a priori un psychologue, a priori. C'est un bon penseur juif, c'est un psychologue. Maintenant, nous on a fait une formation un petit peu plus complète, on a vu aussi ce qui n'est pas enseigné dans la Torah. Et pour savoir qu'est-ce qu'on peut en retirer de là-bas, il y a des choses, évidemment, pas énormément, mais il y en a. Donc, on va voir maintenant le côté torani de cette chose-là. Donc, la suite, c'était psychologie et Torah et comment profiter de la vie au maximum. C'était ironie du sort, c'était le dernier cours que Yoav a écouté, comment profiter de la vie au maximum. Si après il y en a qui sont intéressés, on discutera de Yoav, j'ai plein de choses à raconter sur Yoav, ça me fera plaisir de les partager. Ce qu'on avait vu la dernière fois, c'était que nos actions étaient toutes intéressées. C'est-à-dire qu'on avait tous, toute une motivation et un intérêt à faire nos actions. Et que c'était pas négatif, que ça faisait pas de nous des égoïstes. C'était juste une réalité. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, Hashem, il nous a créés à diriger nos actions pour 2 raisons, et uniquement 2 raisons. Première raison, c'est se procurer un kiff. Et la deuxième raison, c'est s'éviter une souffrance. En fait, une seule des 2 raisons, mais on le dit de manière positive, de manière négative. Donc lorsqu'un être humain, il va décider de faire quelque chose, quand il fait une décision active pour faire une action, pas de manière spontanée, c'est une décision active de faire une action, c'est motivé soit par se procurer un kiff, soit par s'éviter une souffrance. C'était le cours de la dernière fois, on ne va pas redébattre là-dessus pendant 2 heures, et je sais qu'il y en a qui ne doivent pas être d'accord, ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, ou ceux qui ont oublié, ou ceux qui sont tout simplement pas d'accord avec ce que j'ai dit la dernière fois, c'est très possible. Après, on aura sûrement beaucoup de temps. Il y a des hamburgers après, c'est ça? Ça, j'ai vu sur Facebook. Bon, alors il y aura plein de temps après pour discuter de ça, mais ça, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Ça fait pas de nous des égoïstes, c'est juste une réalité qu'il faut bien comprendre. Et donc, nos actions, elles sont toutes intéressées, et la question, elle est de savoir quel intérêt on va mettre dans ces actions, qu'est-ce qui va nous motiver à les faire. La partie que je voudrais aborder avec vous maintenant ce soir, c'est la partie, alors tachles, comme on dit dans notre jargon de yeshiva, concrètement, comment on va faire pour que nos actions elles soient dirigées à profiter au maximum de la vie. On n'en a qu'une, a priori. Il n'y a pas le game over comme on avait, enfin je suis d'une autre époque, moi je suis de l'époque de la Game Boy, je sais pas si vous connaissez, donc ça faisait comme ça, game over, et après on repartait. Ça marche pas comme ça, on est dans un CDD, et donc on a tous envie de au maximum profiter.
Maintenant, la question, elle est, comment on va faire pour profiter au maximum? On a tous envie de kiffer la vie. On a tous envie de la profiter au maximum. Ce que je veux dire quand je dis profiter de la vie au maximum, ça ne veut pas dire comme certains ils vont dire, ça veut dire profiter de l'instant présent. Absolument pas. C'est pas profiter de l'instant présent, c'est profiter de toute la vie dans sa globalité. C'est ça qu'on va essayer de développer ensemble. Qu'est-ce qu'on peut se mettre comme objectif, comment on peut réfléchir, quelle vision on peut avoir de la vie pour en profiter au maximum. Avant de commencer, j'ai déjà commencé, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais voir avec vous faire un mini sondage pour voir si vous êtes dans la moyenne nationale, normale, j'en doute pas, de ce que les gens pensent du judaïsme. Alors encore une fois, je vais vous présenter une certaine vision de ce que les gens pensent de la Torah, des mitzvot, du judaïsme, et on va faire un petit vote à main levée. Et on va voir si, en général, on tombe sur une certaine statistique, un certain pourcentage. On va voir avec vous. Tu veux que je parle plus fort, c'est ça? Non, parce que le micro il n'est pas éteint, on entend. Il y a un bruit de fond. Ah, d'accord. Voilà, c'est mieux. Chazak. Donc, encore une fois, je ne dis pas que c'est la réalité, mais vous allez me dire si vous êtes d'accord avec le fait que c'est transmis de cette manière-là. Pour beaucoup de monde, pour moi en l'occurrence, en tout cas, jusqu'à l'âge à peu près de 24 ans, j'avais cette vision-là, que le judaïsme propose, la Torah, Hachem, impose même, un libre arbitre, une optique de vie avec un libre arbitre. On a la possibilité entre deux choix. Premier choix, c'est de respecter ce qu'il nous demande. Et donc on va rentrer dans des grosses galères. Shabbat, et d'autres galères, plein de galères, et on va pas souffrir mais se restreindre les plaisirs de la vie, mais pas grave, parce qu'on nous promet à la fin du CDD une compensation exceptionnellement géniale de toutes les galères qu'on a eues sur Terre, et qu'au paradis, on va avoir quelque chose de génialissime qui va compenser toutes les galères qu'on a eues. Première possibilité, premier choix dans la vie. Ou deuxième choix, c'est non, moi je décide de vivre sans aucun joug, de faire ce que je veux de ma vie, et donc je vais absolument kiffer, je vais pouvoir avoir aucune restriction dans mes kiffs, je vais pouvoir kiffer vraiment, totalement. Mais attention, si c'était vrai que Dieu existe, eh ben, à la fin du CDD, tu devras Taleha ou Barbac, je sais pas chacun comment il de tous les kiffs que tu as eu, que tu n'aurais pas dû avoir. Ok? Je dis pas que c'est ça le judaïsme, mais je dis que c'est ça qui est transmis et c'est ça qui est accepté. C'est à cause du christianisme où c'est vu comme ça, mais peu importe. Est-ce que vous êtes d'accord? On va faire un vote à main levée que l'image que les gens ont du judaïsme, c'est celle-là. Pas que c'est ça le judaïsme, mais que l'image du judaïsme, c'est celle-là. Qui est d'accord avec cette option? Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, et c'est pas la question. Vous pouvez répéter la question? Très sérieusement. Je répète. Est-ce que vous êtes d'accord que la transmission du judaïsme, ou l'image que les gens ont du judaïsme, c'est qu'ils ont la possibilité entre deux choix, soit galérer sur terre et profiter au paradis, soit profiter sur terre et galérer au paradis, en quelque sorte. Pas est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est ça qui est transmis et c'est ça qu'on a comme image? Non, absolument pas. Oui, non. Une question, en fait, l'image de qui? L'image du monde goy par rapport au judaïsme ou l'image des juifs? Non, que les juifs par rapport au judaïsme. On écoute. Ça dépend, de manière générale, je parle, transmis comme ça. Dans tous les cas, ça dépend quand on est des juifs. Ok? Bon, les gens, ils se gênent de lever la main aussi. C'est bien de ne pas être d'accord parce que c'est absolument faux. C'est complètement et totalement faux. Heureusement que tu n'es pas d'accord. Le problème, il est qu'il y a beaucoup de gens qui transmettent ça, par erreur, par bêtise ou par ignorance. Et il y a beaucoup de gens qui croient ça. Les gens qui n'ont pas l'habitude du judaïsme, ils ont l'impression que c'est ça la proposition, qu'on a le choix entre ces deux choses-là, profiter de la vie et galérer après, ou galérer avant et profiter après.
C'est absolument pas ça la transmission du judaïsme, absolument, absolument pas ça. Et ce que la Torah elle impose, c'est de kiffer la vie. Ok? C'est une Torah Traïm, c'est de profiter de la vie au maximum. Et elle nous donne même un code avec des trucs hyper détaillés pour savoir comment il faut profiter au maximum de la vie. Alors maintenant, ça c'est des belles phrases, il faut essayer de comprendre pourquoi et comment surtout. Le fait de respecter la Torah et les mitzvot, le fait de suivre le code, ça va nous faire profiter de la vie. Alors pour ça, c'est là qu'on va rentrer un petit peu dans la psychologie humaine, ensemble. Et on va essayer de comprendre c'est quoi vraiment un kiff. C'est quoi un kiff? Est-ce que vous êtes déjà posé la question, c'est quoi un kiff? Quand est-ce que je kiffe? Je kiffe quand je suis à Koulanou, c'est sûr. Je kiffe quand il y a les hamburgers qui arrivent après, ok. Je kiffe quand je suis dans une fête de famille et que tout le monde s'entend bien. Je sais pas si ça arrive, mais c'est un kiff. Je kiffe, il y a plein de moments où je kiffe. Je kiffe quand j'ai réussi mes examens. Je kiffe. Est-ce que j'ai réfléchi? Qu'est-ce qui me procure un kiff dans le kiff? Quel moment exactement me procure un kiff? Il faut avoir cette réflexion pour savoir comment se la procurer encore et encore et encore pour pouvoir profiter au maximum. Pas perdre d'instant de kiff qu'on pourrait avoir, potentiel. Ok? C'est là qu'il faut rentrer un petit peu dans la psychologie humaine. Qu'est-ce que c'est un kiff? Alors, je vais vous dévoiler un secret. Qu'est-ce que c'est un kiff? Un kiff sur Terre, c'est de combler un manque. Alors, au début, on n'a pas l'impression que c'est ça. Mais en fait, il ne peut venir de kiff que si je ressens un manque. Lorsque je ressens un manque et je le comble, et bien là, je profite. Là, je kiffe. En gros, il faut que je ressente quelque chose. Par exemple, sur la faim, ça se voit très bien. Si on me propose un hamburger, un bon hamburger comme on va manger tout à l'heure, 3 minutes avant Kippour, ça veut dire que vous êtes bourré, et qu'une fois qu'il n'y avait plus de place, vous allez rentrer encore des trucs, et une fois qu'il y a encore plus de place, vous allez encore rentrer vite, encore quelques trucs, et que là... Et si on vous propose un bon hamburger, là, a priori, à ce moment-là, vous allez dire... non, là, j'ai pas faim. Alors, c'est un kiff, le hamburger, c'est pas un kiff, ça dépend. Si j'ai faim, c'est un kiff, si j'ai pas faim, c'est pas un kiff. Donc, en fait, c'est que de combler un manque. J'ai un besoin, je le remplis, et là, à ce moment-là, je kiffe. Ok. Maintenant, il y a plusieurs sortes de kiff et il y a plusieurs sortes de besoins. C'est ça qu'il faut analyser, il faut essayer de comprendre. On va faire une mini-expérience. Vous réfléchissez et vous imaginez que vous êtes dans le grenier de papa et maman, de arrière-grand-papa et arrière-grand-maman, c'est la plus véridique. Vous tombez sur une lampe à huile, vous la frottez, qu'est-ce qu'il en sort évidemment? Bravo, il y en a qui suivent. Un génie. Le génie, il ne vous propose pas 3 vœux, il vous propose un truc particulier. Il vous dit, regardez, vous avez 5 sens, je vous propose d'en développer un à fond la caisse. Il sera le maximum qu'on puisse arriver sur ce sens-là, je vous le développe. Réfléchissez, c'est important de savoir. Imaginez, ça vous arrive, vous ne saurez pas répondre. Qu'est-ce qui se passe? Quel sens, d'après vous, ça vaut le coup le plus de développer au maximum? Quelqu'un s'est déjà posé la question, j'imagine. Alors, Louis, ok, ça s'appelle Louis. Louis t'a dit, la parole c'est pas un sens. Ouais. Alors je répète les 5 sens. Il y a le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goût et la vue. Ok? Alors, on a la vue, on a l'ouïe ici, le toucher, qui encore? C'est l'ouïe, d'accord? Qui encore? La vue. Alors attention, la vue, ça ne veut pas dire que c'est développé au maximum, ça ne veut pas dire que je vais voir à travers les murs. Hein. C'est vrai que j'ai pas besoin de lunettes, je vois bien. Ok? L'ouïe, ok. Le goût, on voit les gourmands. L'odorat. La vue. Bon, on les a tous. Maintenant, moi, je vais vous dire ce que je pense. On écoute la réponse. Non, c'est pas une réponse, c'est ce que moi je pense. Il n'y a pas de réponse, chacun fait ce qu'il veut quand ça lui arrivera. On va imaginer 2 cas de figure.
on va imaginer quelqu'un qui choisit le goût et quelqu'un qui choisit l'ouïe. Alors, imaginons le goût. Vous avez tous vu Ratatouille, j'imagine. Vous connaissez le petit rat Rémi. Voilà. Imaginez, vous devenez Rémi. Vous sentez chaque arôme, chaque goût, chaque différence entre sucré, salé, acide. Un grand chef. Vous devenez un grand chef gustatif. Imaginez, on vous développe ça énormément. Alors vous allez aller dans un bon restaurant avec plusieurs étoiles. Il y en a maintenant à Paris, des cachers avec des étoiles. Et vous allez bien manger. Ça va être un gros kiff. Et vous allez sentir chaque... Alors pour ceux qui sont ici tunisiens, vous allez goûter la kaïla de maman et ça va être encore mieux. Les Marocains, la dafina, ça va être encore mieux. Ok? Les Algériens, la loubia, si vous voulez, on peut les faire tous. Ok? Mais imaginez combien vous pouvez kiffer de ça. Au bout d'un moment, vous allez être rempli. Une fois que le manque il est complètement comblé, vous allez vraiment kiffer ce moment-là, mais ça va se terminer au bout d'un moment, parce que vous allez être rempli. Maintenant, imaginez vous développer l'ouïe. Ça a été dit plusieurs fois aussi, l'ouïe, plus que le goût, c'est normal. Imaginez vous développer l'ouïe, ça veut dire que vous allez aller à un concert et vous allez ressentir chaque différence de chaque note, vous allez profiter de la musique à fond. Combien vous pouvez profiter de la musique? On n'a pas l'impression qu'il y a un trop-plein. Même si cette musique, elle nous dérange, alors on va écouter une autre, parce que celle-là, elle nous a saoulés au bout d'un moment. Et on va écouter une autre musique. Et même si on n'a plus trop envie d'écouter de la musique, on peut continuer à kiffer parce qu'on va l'avoir dans la tête. Et même si j'arrête la musique, je continue à profiter parce que je l'ai encore dans la tête. Pourquoi ça se passe comme ça avec l'ouïe? Tout simplement parce que l'ouïe, c'est plus immatériel que le goût. Alors, on ne va pas appeler spirituel, parce que spirituel, ça a l'air religieux, et c'est pas vrai, ça n'a aucun rapport avec du religieux. C'est juste que c'est moins matériel. Plus ça peut se toucher, plus c'est éphémère. Le goût, c'est le truc le plus éphémère qui soit, parce que c'est le truc qui est le plus matériel qui soit. On peut toucher la nourriture. La musique, je ne peux pas la toucher. Alors, c'est pas encore du religieux, je ne peux pas dire que c'est du spirituel, mais il n'y a pas d'autre mot en français pour dire que quand c'est pas matériel, on dit spirituel, mais c'est juste pas matériel. Et donc on se rend compte de quoi? Que quelque chose, un kiff, les deux c'est un kiff, et les deux je parle du kiff sur terre, hein. Je parle pas de paradis ou de récompense, aucun rapport, hein. Je parle pour profiter de la vie sur terre. Pour profiter de la vie sur terre, je me rends compte de quoi? Que plus c'est matériel, plus ça se touche, moins ça dure longtemps, parce que ça se remplit. Et une fois que c'est rempli, je ne peux plus kiffer. Alors si j'ai développé le goût, je vais kiffer pendant un petit moment, mais une fois que j'aurai plus faim, c'est dommage, je ne pourrai pas kiffer encore. Si j'ai développé l'ouïe, alors je peux kiffer, et kiffer, et kiffer encore plus longtemps. Donc au niveau quantitatif de kiff, ça vaut plus le coup de développer quelque chose qui ne se touche pas, qui n'est pas matériel. Ok? Alors maintenant, il faut voir quels sont les kiffs sur Terre, quels kiffs on peut avoir. Ils vont être moins matériels. Ça ne veut pas dire que les kiffs matériels, il faut ne pas en avoir ou se restreindre. C'est assourd, on n'a pas le droit de se restreindre à un kiff matériel. Il y a écrit dans l'Yerushalmi, dans le Talmud, il y a écrit qu'on devra rendre des comptes au bon Dieu de tous les kiffs matériels autorisés qu'il a mis sur terre qu'on n'a pas eu. Il va nous dire, attends, tel fruit, je l'ai fabriqué pour que tu puisses kiffer, faire la bracha dessus, tu l'as pas fait, attention. Donc, je dis pas qu'il faut se restreindre les kiffs matériels, attention. Je dis juste que quand on a le choix entre l'un et l'autre, il vaut mieux chercher celui qui va me procurer le plus grand kiff, donc qui va être le moins éphémère. Ok? Cette idée-là, qu'il y a un kiff qui n'est pas matériel, elle est difficile à admettre, parce que comme c'est pas matériel, on la ressent moins si on n'est pas conscient qu'elle existe. Je m'explique. Quand je mange un hamburger, le lien entre le hamburger et le kiff, il est immédiat. Tout de suite, pendant que je mâche, je kiffe. Et donc, le lien entre le kiff et l'action, la liaison, elle se fait naturellement dans notre esprit, dans notre corps. Quand je kiffe sur quelque chose qui n'est pas matériel, étant donné que je ne peux pas toucher la chose, je peux ne pas être conscient que de quelle chose m'a fait kiffer. Parce qu'il n'y a pas de lien technique matériel entre les deux.
Pour l'instant, c'est abstrait, je vais m'expliquer. Je vais prendre un exemple. Mon Rav, une fois, il était dans une synagogue comme ça, il étudiait avec des gens. Et il y a quelqu'un qui rentre, c'était en Israël, pas trop du style genre je suis super religieux, je vais étudier avec vous. Genre avec la crête de coq, les boucles d'oreilles, les tatouages. Alors peut-être que c'était un grand lamdan, un grand étudiant en Torah, mais il n'avait pas l'air, en tout cas il n'avait pas le look. Ça veut rien dire, mais il n'avait pas le look. Il s'est avéré que c'était pas. Il les voit là comme ça, il rentrait dans la synagogue, il les voit avec un groupe de copains. Et alors je sais pas si tout le monde parle en hébreu, je vais vous faire après en sous-titré. Il fait voilà, matem osimpo. Ça veut dire qu'est-ce que vous foutez là, vulgairement. Ok, qu'est-ce que vous faites là? Alors mon Rav s'est dit tiens, expérience en vue. Il fait comme dans les livres, vous savez, la petite étoile, la petite ampoule. Expérience en vue, on va tenter quelque chose. Il lui a dit on parle de kiff spirituel, de kiff non matériel, parce que j'ai pas de traduction. En hébreu ça se dit ana ruchanit. Voilà mazé, qu'est-ce que c'est? De quoi tu parles? Il lui dit regarde, je vais te raconter une petite histoire et tu vas me dire si ça te dit quelque chose. Imagine, tu dois prendre le bus avec tes copains. Chaque jeune, il lui dit comme ça, chaque jeune il sait, quand tu rentres dans le bus, qu'est-ce que tu fais? Tu vas au fond du bus, tu colles la tête contre la vitre et t'attends que ça passe. Pourquoi? Parce que si, chas v'shalom, tu t'es planté, t'as pas fait attention et tu t'es assis devant, et que le bus il s'arrête à Machane Yehuda, vous connaissez Machane Yehuda? C'est le marché à Jérusalem, et qu'il y a une petite vieille qui me rentre avec tous ses sacs, et qu'il n'y a pas d'autre place dans le bus, vous êtes obligé de vous lever, ça se fait pas, tout le monde qui vous regarde et tout. Elle doit s'asseoir, la petite vieille. Et hop, après tu fais tout ton trajet debout parce qu'il n'y a plus de place. Donc les jeunes ils savent, tac, direct au fond du bus, je me bloque là-bas, il n'y a personne qui va me prendre ma place là-bas. Ok, t'es d'accord avec ça? Ouais. Okay. Maintenant imagine, t'as pas fait attention, tu pensais à ta copine, t'écoutais de la musique, et tu t'es assis devant sans faire attention. Tous tes copains ils sont au fond du bus, ils se sont assis bien, comme il faut, et toi t'es devant. Manque de bol, ça s'arrête à Machane Yehuda, et la petite vieille avec les sacs, elle monte. Qu'est-ce qui se passe? Tu te lèves? Ouais, je me lève. Ok. La petite vieille s'assoit, et toi, halas, t'as raté ton trajet, tu es debout tout le trajet. Bon, à la fin du trajet, tu sors, tu descends. Qu'est-ce qui te reste dans la main? Et alors le gars, il répond, les sacs de la vieille. Il fait, non, t'as pas compris, on n'a pas parlé que t'étais un voleur. Qu'est-ce qui te reste dans la main? Qu'est-ce qui me reste? Il me reste rien. Il dit, t'as pas le sentiment d'avoir fait quelque chose de bien? Tu t'es levé pour la petite vieille? Non, je sais pas. Les autres, ils ont fait tout le trajet assis, c'est vrai, mais ils ont rien fait de bien. Toi, t'as fait quelque chose de bien? Non. Le EDA. Il s'est dit, bon, ok, ça n'a pas marché avec lui. Le EDA, je sais pas. Non, ok, non. 2 semaines plus tard, le gars il rentre dans la synagogue, demain il dit ah vous êtes là, en fait il est venu les voir. Voilà taïsh mesukanata. Il dit t'es un dangereux toi. Il dit je suis un dangereux. Il dit tu sais que je commence à me lever pour les petites vieilles dans le bus. Une fois qu'il a pris conscience qu'en fait il y avait un kiff de se lever et de faire une action qui est considérée comme quelque chose de bien. Sauf que quand t'as pas pris conscience de ça, tu ne ressens pas le kiff parce que tu fais pas le lien entre le kiff et l'action, puisque c'est pas lié, c'est pas matériel. Mais une fois que tu as pris conscience du kiff, eh ben, ce gars-là qui n'avait pas le look de l'étudiant en Torah très assidu, mais une fois qu'il a pris conscience de ça, par hasard, comme ça, dans une petite discussion, il s'est rendu compte que ça vaut plus le coup de c'est pas grave, je reste debout tout le trajet, mais je reste avec quelque chose en main, que j'ai fait une bonne action. J'ai fait quelque chose de bien, grâce à moi, la petite vieille a pu s'asseoir. Tout le monde a vu que j'ai fait quelque chose de bien, c'est encore mieux. Ok? Mais pour ça, il faut pouvoir faire le lien entre l'action, et j'allais dire la réaction, et le kiff. Sauf que si je ne prends pas conscience de ça, je ne peux pas faire le lien. Alors le but du cours de ce soir, c'est d'essayer de créer ce lien-là, de prendre conscience qu'il y a un kiff qui existe sur Terre, qui n'est pas forcément que matériel, qui est aussi quelque chose que je ne peux pas quantifier, que je ne peux pas toucher, mais que je peux ressentir. Et que je dois ressentir si j'ai envie de profiter au maximum de la vie, parce que ce kiff-là, il dure beaucoup plus longtemps, et il est beaucoup plus fort, beaucoup plus violent, beaucoup plus kedai, on dit en hébreu, il vaut beaucoup plus le coup. Dans ce sens-là, on a du mal à le percevoir. Il
il faut être à l'affût pour commencer à le percevoir, mais imaginons dans l'autre sens. Vous allez voir que dans l'autre sens, ça va beaucoup plus vous parler. Dans la souffrance. C'est pas agréable, mais on va parler 2 secondes de la souffrance, pas du kiff. Dans la souffrance. Qu'est-ce qui est le summum de la souffrance? On va prendre un exemple. En général, ceux qui sont au summum de leur souffrance, qu'est-ce qu'ils font? Se suicident. Okay? Quand ils arrivent à un point de souffrance intolérable. Alors prenons les gens qui se suicident et regardons qu'est-ce qui les motive. Et on va voir qu'est-ce qui se passe dans la souffrance. C'est extrêmement rare que quelqu'un se suicide parce qu'il a une douleur physique. Je dis extrêmement rare parce qu'il y a certaines toutes petites exceptions. Les raisons pour lesquelles les gens se suicident, en grande majorité, c'est parce qu'ils ont une souffrance qui n'est pas matérielle. Tout simplement parce que quand on a une souffrance matérielle, on a très mal à la jambe, au dos, peu importe. Quand c'est matériel, on sent qu'il y aura une fin. Je sens qu'à un moment, ça va se terminer. Donc j'arrive à la supporter, cette souffrance matérielle. Quand c'est une souffrance qui n'est pas matérielle, il y a ma copine qui m'a lâché. J'ai perdu un proche. Peu importe. J'ai une souffrance qui n'est pas matérielle, que je ne peux pas toucher, c'est pas physique. Cette souffrance-là, elle est beaucoup plus douloureuse. C'est exactement la même chose que dans le kiff. Sauf que dans la souffrance, on arrive plus à le ressentir. Il suffit de voir, il suffit d'ouvrir les yeux. Les gens qui se suicident, ce n'est pas des gens qui ont mal. Ce n'est pas des gens qui ont mal physiquement. C'est des gens qui ont mal émotionnellement. Parce que ce n'est pas physique. Et quand ce n'est pas physique, c'est beaucoup plus fort. Ça dure beaucoup plus longtemps. Et donc ce que Akadosh Baruch Hu, il nous dit, regardez, ouvrez les yeux. Il y a un autre kiff sur Terre. Il y a un autre kiff sur Terre. Il y a un kiff qui n'est pas physique. Mais c'est un kiff. Et c'est sur Terre. Et ça vaut le coup d'être attentif à ce kiff pour pouvoir le ressentir. Parce que si on n'est pas attentif à ce kiff, on ne va pas le ressentir. On va passer à côté d'un gros kiff. Alors je vais vous prendre quelques exemples. Je vais vous raconter une histoire. Il paraît que les Lyonnais, ils aiment bien les histoires. Mon Rav, il m'a raconté, mon maître, mon Rav, c'est en même temps le psychologue qui m'a formé, il m'a raconté que une fois il rentre chez lui, juste avant Shabbat, et il était en retard d'ailleurs, et il voit sur le parking, alors en Israël, vous savez, il y a les enfants qui jouent sur le parking avant Shabbat, ils sont déjà prêts, tout beau, tout propre, et ils jouent sur le parking, il y a plein de groupes d'enfants qui jouent. Et il se rend compte d'une scène, il est très fort, mon Rav, en Chormat Apartsouf, ça veut dire en intelligence du comportement. Et donc il voit au comportement d'une jeune fille qu'il y a quelque chose de bizarre. Donc il la surveille, il regarde, elle est seule. Et il voit qu'elle surveille sa maman à la fenêtre. Et il voit que sa maman se cache derrière le rideau pour surveiller sa petite fille qui est dehors. Il regarde qu'est-ce qui se passe, cette fille voit que sa maman la regarde, donc elle va vers un groupe de copines, de jeunes filles en bas. C'est des filles de 10 ans et qui jouent à la corde à sauter. Qui vient et fait, je peux jouer avec vous à la corde à sauter? Non, toi tu joues pas bien. Mais je peux au moins tourner la corde? Non, toi tu tournes mal. Elle va vers un autre groupe de jeunes filles, de petites filles qui jouent au ballon. Je peux jouer avec vos ballons? Non. Mais est-ce que vous acceptez que si le ballon il part loin, je vais vous le chercher? Non, de toute façon on doit partir là maintenant, et il part. Et comme ça elle est plus ou moins rejetée de tous les groupes. Et il voit cette scène-là. Il voit la maman qui regarde, il voit la jeune fille, la petite fille qui est triste. La maman qui est triste, tout le monde qui est triste. Lui, sa fille faisait partie d'un des groupes qui jouait. Alors il a de la peine, et il se dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Comme sa fille faisait partie, alors un éducateur de nos jours qui a besoin de faire les choses, en hébreu ça s'appelle zbang vekamarnu, ça veut dire on fait les trucs, on pense avoir des résultats en éducation en 2 secondes, ça marche pas. Alors il serait allé la voir, il dit t'as pas honte, il faut jouer avec sa petite fille, elle est toute seule et tout. Non, c'est pas ça qui aurait donné envie à sa fille de jouer avec. Lui il marche avec les méthodes d'antan, sur la Hana Rouchanit, sur le kiff. Il a décidé de faire comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait à sa fille? Vendredi soir, c'est Shabbat, il a l'habitude de raconter une histoire.
Donc il commence, il raconte une histoire. Et il raconte cette histoire-là. Il parle pas de ce parking, tout ça. Il raconte une histoire sur un garçon. Il a changé d'une fille à un garçon. Et il raconte qu'il y a un garçon, machin, qui est triste. Il n'y a personne qui joue avec lui. Il est plus ou moins rejeté. Et il s'enferme dans son coin, il pleure. Après, il essaye de nouveau. Il fait l'effort parce que sa maman, elle lui dit, va jouer avec les autres, va jouer avec les autres. Et il dit, mais j'essaye, maman, j'essaye, mais ils veulent pas de moi. Et il retourne, il essaye pour faire plaisir à sa maman, mais il se fait encore jeter. Et il est triste. Et les enfants, ils écoutent comme ça, à la table de Shabbat. Et il dit, et voilà. Et il pleure. Et il dit, papa, il n'y a pas de fin à l'histoire. Je dis, mais si, il y a une fin à l'histoire. Alors c'est quoi la fin? Bah, c'est ça, il est dans son coin, il pleure. C'est la fin de l'histoire. Papa, elle est horrible ton histoire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je peux pas vous raconter que des... C'est l'histoire, elle est comme ça, il pleure, il est dans son coin, il pleure. Bon. Et c'est tout. Shabbat prochain, Shabbat d'après, il va voir les enfants, il fait, allez, on fait l'histoire de Shabbat. Il fait, non papa, c'est bon. Plus trop besoin, on a vu la semaine dernière. Mais quoi, elle était pas bien l'histoire la semaine dernière? Laisse tomber papa, tu peux pas comprendre. Il dit, mais elle était bien l'histoire de la semaine dernière, qu'est-ce qu'il y a eu? Et il dit, non, il y a la grande fille qui lui dit, papa, invente-leur une fin joyeuse, que ça se termine bien. Je dis, mais c'est l'histoire, elle est comme ça, qu'est-ce que je peux faire? Elle est comme ça. Si vous voulez, on peut écrire une fin à l'histoire. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? On n'a qu'à écrire une fin à l'histoire, je sais pas. Si nous on fait quelque chose pour terminer l'histoire, peut-être qu'elle va se terminer bien. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas. Et réfléchissez, est-ce que vous n'avez pas un cas similaire où on pourrait adapter l'histoire pour que nous on fasse une fin? Et à sa fille qui dit, ah non, ça marche pas parce que c'est une fille. Il dit, non, c'est pas grave, c'est une fille, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, il y a une fille dans la résidence qui a aussi et personne joue avec elle. Il dit, et tu penses que ça ressemble? Ça peut... Ouais. Alors, tu as envie de jouer avec elle? Oui, j'ai envie de jouer avec elle. Il dit, ok, je permets, mais qu'un quart d'heure. Je sais pas combien elle est, peut-être elle est désagréable. Qu'un quart d'heure. D'accord. Va jouer. Après, il la rappelle. Tu rentres maintenant à la maison. C'était bien de jouer avec elle? C'était bien. Ok. Fois d'après, je te permettrai une demi-heure. Etc. C'était bien, t'as kiffé, t'as pu profiter avec elle, t'as bien joué? Ouais. Et alors, grâce à toi, elle est plus heureuse? Ouais, elle est hyper contente. Maintenant, il y a quelqu'un qui joue avec elle. Ok. Ça, c'est la première partie de l'histoire. En tout cas, il lui a pas dit, ah, t'as pas honte, tu veux pas... Il lui a fait ressentir un manque, et il a fait combler ce manque-là. Ok? Je vous raconte une autre histoire, et après je reviens sur celle-là. Avec son fils, c'est ses enfants, ses cobayes, en fait, à mon rave. Maintenant, c'est les miens, sur mes expériences à moi. Mais... Son fils, une fois, il le ramène à la maison, et il lui a acheté sur la route un Arctic. Vous savez ce que c'est un Arctic? Vous étiez à Tel Aviv, vous étiez à la plage, vous avez acheté un Arctic. C'est la glace à l'eau à 1 shekel. Enfin, sur la plage à Tel Aviv, elle coûte 8. Mais normalement, elle coûte 1 shekel. C'est juste une glace à l'eau. Il a acheté à son fils un Arctic. Il rentre à la maison, et son fils... Et donc, il sort de la voiture, et il voit son fils dans la voiture. Il dit, papa, je reste dans la voiture pour manger la glace. Il dit, quoi, tu restes dans la voiture? Et je préfère manger dans la voiture. Il dit, mais tu veux pas monter en haut? Il y a la clim aussi en haut. Non, je préfère manger dans la voiture. Bon, vas-y, lâche l'info. Pourquoi tu veux manger la glace dans la voiture? Il dit non, parce qu'à chaque fois quand je passe devant la porte d'entrée, il y a un enfant là-bas en bas, il a jamais de glace, lui. Alors ça se fait pas de passer avec ma glace, je vais le narguer. Je suis gêné, je préfère manger dans la voiture. Dès que je termine, je te rejoins. Il dit quoi, lui, il a pas de glace? C'est 1 shekel, il aurait pu acheter une deuxième glace pour... Il voulait faire une expérience sur son fils. Il lui dit alors peut-être t'as qu'à lui donner ta glace. Ouais, c'est pas quelque chose de rare chez eux, un Arctic, glace à l'eau. Ouais, pourquoi pas. Ok. Il va et il lui donne la glace. 2 heures plus tard, il vient voir son fils, il fait, elle était bonne la glace, chérie? Il dit, papa, oh, t'as pas pris tes médicaments? J'ai pas mangé la glace. Il dit, quoi, t'as pas mangé? Mais je l'ai donnée à l'autre, la glace. Il dit, oui, alors elle était bonne? Elle est pas bonne, c'est bon une glace, mais c'est l'autre qui l'a mangée. Non, d'accord, mais si tu l'avais mangée là, elle aurait été bonne. Je dis, papa, c'était il y a 2 heures, d'où je vais me rappeler une glace il y a 2 heures, ça y est, c'est fini. Et tout. Et comment tu te sens maintenant que tu as donné? Il dit, ah, ça c'est un kiff. Pourquoi c'est un kiff? Ah, parce que grâce à moi, il a eu le sourire, grâce à moi, il a eu une glace. Ah, ok. Encore maintenant, 2 heures après? Ouais, encore maintenant. Ça y est, c'est tout. Pas besoin de remettre des couches. Même 2 heures après, tu kiffes la glace que tu as donnée. Et si tu l'avais mangée, le kiff, il serait déjà terminé, même pas tu t'en rappelles. Il voulait juste que son fils prenne conscience de ça.
Qu'est-ce qu'il a fait avec sa fille? La fin de l'histoire, c'est quoi? Il a, à Tou Bishvat, vous savez, connaissez la fête de Tou Bishvat? Tou Bishvat, c'est la fête des fruits. Et donc, tout ce qui a un rapport proche ou lointain avec les fruits, on met sur la table. Dès qu'il y a le mot fruit dedans, ou un goût fruit, ou un machin, on va mettre le chocolat à la cerise, là, avec le machin, tout ce qui est pâte à fruits, tout ce qui a rapport avec le fruit, on met. Donc, on a une table, je sais pas chez vous, en tout cas chez ma mère, qui est marocaine. On sortait les tréteaux, on mettait une deuxième table parce qu'il n'y avait pas de place pour tous les fruits, toutes sortes de fruits. Bref. Il faisait ça aussi, mon Rav. Il y avait aussi du chocolat aux fruits, à la cerise, je crois. Il a pris sa fille, et il lui a dit, tiens, mange un carreau de chocolat. Mange un carreau, bien sûr. Mange encore un carreau. Mange encore un carreau. Mange encore. Mais prends d'un coup 4 carreaux. Allez, okay. Tu veux encore un carreau? Non. Allez, prends encore un carreau. D'accord. Prends encore un carreau. Prends encore. Non, ça y est. Combien je vais prendre un carreau? Prends pour maman un carreau. Comment on fait quand on veut donner aux enfants? Pour maman. Non, pour maman. T'as pris pour maman, tu vas pas prendre pour papa. Prends un carreau pour papa. Papa, t'exagères. Un carreau pour papa. Et pour mamie? Non, ça y est, papa, je veux boire. Tu veux un verre d'eau? Ouais, prends un carreau encore alors. Il a réussi à lui rentrer encore un demi-carreau. Ok, après il vient la voir, il fait, c'est bon le chocolat? Elle me dit non, là j'en ai pris trop. Pas quand on en prend trop. Il dit mais attends, je comprends pas, t'en as pris trop. T'as pris quoi? Quelques carreaux? Bah oui, c'est trop. Je dis quoi? À peine ça déjà c'est trop? Mais combien t'as joué avec la petite fille là-bas? T'avais joué un quart d'heure la première fois. Après t'avais joué une demi-heure. La fois d'après je t'avais laissé 1 heure. Après encore 1 heure. La semaine d'après t'avais joué toute la journée. Après encore une fois toute la journée. Et à chaque fois tu m'as dit que tu kiffais. Il n'y a pas de trop là. Tiens. C'est tout. Faut pas être après. C'est tout. Qu'est-ce qu'il voulait faire par là? Il veut que sa fille, son fils, prenne conscience qu'il y a quelque chose d'autre qui existe. Qu'il y a un qui existe, qu'on n'a pas l'habitude de ressentir et que c'est dommage parce que c'est un vrai gros kiff. C'est quoi ce kiff? C'est la Hana Rouhanit, c'est le kiff de faire quelque chose de bien. Ce kiff-là, il est impalpable, il est inquantifiable, je ne sais pas si ça existe ce mot en français, en tout cas il n'est pas quantifiable, mais il existe. Et encore une fois, si on ne prend pas conscience qu'il existe, il peut nous passer entre les doigts. Tout simplement parce que le lien entre l'action et le kiff, il n'est pas direct. Et comme le lien entre l'action et le kiff, il n'est pas direct, je peux passer à côté. Je peux avoir ressenti 250 000 fois ça dans ma vie, ce kiff-là, mais j'arrive pas à identifier la source, parce que c'est pas direct. Contrairement à tous les kiffs matériels, où la source elle est directement identifiée. Le hamburger, tac, c'est bon. Le sushi, tac, c'est bon. Etc. Dans tout ce qui est matériel. Sauf que ça dure beaucoup moins longtemps et c'est beaucoup plus éphémère. Jusqu'à quelle heure? Ouais, c'est l'introduction. Donc, le truc il est comme ça. Pour pouvoir ressentir ce kiff là, alors je reprends ce qu'on a dit au début. On a dit au début que tout kiff c'est quoi? C'est combler un manque, hein. Vous vous rappelez? Donc dans ce kiff là aussi, il faut ressentir un manque. C'est-à-dire que pour pouvoir kiffer, faire quelque chose de bien, il faut que ça me manque. Il y a un programme que j'ai mis en place à Paris, pour ceux qui suivent un peu sur Facebook, ils ont dû voir passer. C'est un truc qui s'appelle le Commando Mitzvah. Okay, comment on a lancé ça? C'est parti d'une idée comme ça, toute bête. Là c'est filmé. Il n'y a pas beaucoup de risques que la personne voit la... Quoi? Non, je sais pas. Ouais, ça fait genre que j'ai fait attention à ça. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit... C'est une élève à moi qui m'a dit, ma petite sœur, elle va se marier et elle est handicapée. Et elle se marie avec quelqu'un qui est handicapé aussi. Et il n'y a pas d'invité pour danser au mariage. Est-ce que tu peux nous organiser quelques élèves à toi qui viennent pour danser? J'ai dit, c'est sûr. J'ai créé un événement sur Facebook, Commando Mitzvah. Seulement, je voulais pas que la personne, elle tombe sur l'événement.
Donc j'ai dit, mitzvah secrète. Le truc, vous devez venir bien habillé, je vous dis pas quoi. Ça a chauffé les gens. Et elle m'a dit de ramener 10 personnes. Très rapidement, je me suis rendu compte que 20, c'était comme ça qu'on ramenait. Je l'ai appelée, elle m'a dit, c'est pas grave, ramène 40. Et juste, vous mangez pas dans le mariage. Donc on a ramené nos pizzas avec nous, on a mangé dans une salle à côté. Et on est arrivé à 40, costumés, fringués pour les filles, brochingués. Elles savaient pas ce qu'elles allaient venir faire. Les garçons, ils savaient pas. Et on a passé une soirée de malade, tout simplement parce qu'on a réjoui 2 handicapés qui se sont mariés. Et on a fait quelque chose d'exceptionnel. Depuis, on a lancé tout un programme qui s'appelle Commando Mitzvah, que je vous invite à suivre aussi à Lyon. On va discuter avec Nat pour vous créer un truc. On va voir des gens dans les maisons de retraite. On sort des handicapés le dimanche. On va voir des gens dans les hôpitaux, etc. Bon. Et les gens qui sont attirés par ça, c'est des gens qui ressentent un manque et qui ressentent un kiff aussi d'avoir comblé après ce manque-là. Maintenant, quelle différence? Si on est tous à la recherche du kiff, c'est la réalité, on est tous à la recherche du kiff, tout ce qu'on veut, nous tous, c'est kiffer, c'est profiter de la vie. Alors quelle différence, en fait, fondamentale il y a entre un tzaddik, pas un sadique, un tzaddik, un sage, pas un érudit, un juste, et un rachat, un mécréant, quelqu'un qui se comporte pas bien. Quoi la différence? Les deux, ils recherchent le kiff. Chazak ou Baruch. Ça veut dire quoi? Ils ne recherchent pas le même genre de kiff. C'est que un a décidé, les deux, ils ont décidé qu'ils vont kiffer leur vie. Les deux, c'est ça qu'ils recherchent parce qu'on n'a pas la possibilité de chercher autre chose que ça. C'est ça qu'on recherche toute notre vie, c'est le bonheur, le kiff. Sauf que un, il a décidé de ressentir un manque dans le matériel, et donc il essaye de le combler. Et l'autre, il essaye de ressentir un manque dans le spirituel, dans le non-matériel. C'est-à-dire que un, il décide de ressentir un manque quand il voit un handicapé qui n'a pas quelqu'un qui peut danser à son mariage, ou quand il y a un monsieur, un vieillard qui est isolé seul à l'hôpital et que personne ne vient le voir. Il décide que c'est ça son manque, et il décide de le combler, et donc il se rend compte qu'il va kiffer ça. Les deux, ils cherchent le kiff. Et l'autre, il décide que son kiff, c'est autre chose. Mais les deux, ils cherchent le kiff. C'est juste, la différence, elle est juste de quoi je décide de ressentir un manque. On n'a pas de libre arbitre de chercher le kiff. On est tous là. On recherche tous ça. Notre libre arbitre, il s'opère où? À savoir de quoi je décide de kiffer, de quoi donc je décide de ressentir un manque. Sur quoi je décide de ressentir un manque. Comment ça se passe quand... Je prends un exemple qui fâche pour les jeunes filles. Comment ça se passe quand on n'a pas de manque? On a besoin de kiffer. On ne peut pas kiffer sans manque. Donc on va se créer un manque. Donc tout dépend sur quoi on va se créer un manque. C'est ce qu'on appelle le shopping. C'est-à-dire quand on n'a rien besoin. Du lèche-vitrine, pardon. Quand on n'a rien besoin. Quoi? C'est demain les soldes. Non mais ça c'est les soldes, il ne faut pas rater, on est juif. Mais quand on n'a rien besoin, on dit quoi? J'ai envie de kiffer, mais j'ai rien besoin. Qu'est-ce que je fais? Je fais du lèche-vitrine. Je vais aller voir de quoi je pourrais avoir besoin. Oh, elle est trop belle cette robe. Donc j'ai développé chez moi un manque. À partir de maintenant, je vais pouvoir le combler pour pouvoir kiffer. Je dis pas que c'est négatif, hein. Je dis juste que c'est ça le processus. Je suis obligé pour pouvoir kiffer de me créer un manque. Il n'y a pas de possibilité de kiff autrement. Donc mon libre arbitre, il est que de savoir sur quoi je décide de ressentir un manque. Est-ce que je décide de ressentir un manque quand je fais pas quelque chose de bien, quand j'aide pas un vieillard, ou est-ce que c'est autre chose? C'est juste ça l'enjeu de savoir comment je vais décider de profiter de la vie. Maintenant, moi je vous dis d'expérience, quand on prend conscience de ça, il n'y a même pas besoin de faire de changement radical dans sa vie, il suffit d'ouvrir les yeux. Il suffit d'ouvrir les yeux. Qu'est-ce qui me fait kiffer? Là j'ai un kiff, c'était à cause de quoi? C'était à cause de quel manque que j'ai kiffé là? Ah, c'est parce que, en fait, ça me fait de la peine quand je vois un pauvre qui n'a pas, et donc quand je lui ai donné 10 €, ça m'a fait kiffer. Mais j'ai besoin de prendre conscience, j'ai besoin d'ouvrir les yeux, que c'est lié. Cette souffrance-là, que j'ai un pauvre en face de moi qui n'a pas de quoi manger, quand je la comble, ça me procure un kiff. Alors n'allez pas dire surtout que, ah, comme ça te procure un kiff, alors c'est égoïste. Ça, c'était le cours de la dernière fois. Non, ça ne veut pas dire que c'est égoïste.
comme ça qu'on fonctionne, c'est comme ça qu'on a été créé. On n'a pas la possibilité de se créer autrement que comme ça. On est comme ça, on a ça en nous, on doit rechercher le kiff. Ouvrez les yeux, regardez autour de vous, faites l'expérience cette semaine. Qu'est-ce qui vous fait kiffer? Sur quoi vous pouvez ressentir des manques? J'ai pris les cas extrêmes dans les hôpitaux et tout, mais c'est pas ça, c'est pas forcément ça. Ça peut être chez vous à la maison. Vous avez fait un sourire à quelqu'un. Ça fait plaisir. Pourquoi ça fait plaisir à quelqu'un quand on fait un sourire? Il y a écrit dans... C'est une mitzvah de Horaïta de faire un sourire à quelqu'un. C'est ramené dans la halacha que c'est plus que si on le nourrit. Il y a une Gemara qui dit qu'il est plus grand celui qui fait un sourire à quelqu'un que celui qui lui donne un verre de lait à boire. Prends un verre de lait à boire, un verre de lait. Le lait, ça représente quoi? Ça représente ce qui comble au niveau matériel. C'est-à-dire qu'un bébé, avec du lait, ça lui suffit. Il n'a pas besoin de manger et boire. Le lait, c'est en même temps la boisson et en même temps la nourriture. Il grandit qu'avec du lait. C'est tout. C'est tout ce que tu apportes au corps d'un individu. Et bien, dans la Gemara, on nous dit, c'est plus grand quelqu'un qui fait un sourire à l'autre parce qu'il le nourrit au niveau spirituel. Il ne le nourrit pas au niveau du corps. Et ça, c'est un plus grand kiff. Quand je nourris quelqu'un au niveau spirituel, je dois développer chez moi un plus grand kiff. Parce que juste, il n'y a rien besoin de changer. Juste, je dois prendre conscience qu'il existe. Parce que quand je prends conscience qu'il existe, j'arrive à le ressentir. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous souhaite un bon kiff. Il y a des filles qui veulent...